Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans les documents qu'on a reçus sur l'EMDR. Bonjour. Alors, au-delà des bases qu'on va supposer connues, ce qui est vraiment fascinant ici, c'est presque un paradoxe. Oui, Comment est-ce qu'une action qui a l'air si simple, si mécanique, comme bouger les yeux ou écouter des sons, mhm. peut vraiment prétendre dénouer des traumatismes psychologiques qui sont, eux, profonds et complexes? C'est la question centrale en effet. Ça semble presque trop simple pour être vrai. Exactement. Donc, notre mission, à partir des sources, c'est de creuser un peu la logique derrière tout ça, de comprendre les mécanismes et la structure. Oui, qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau? Voilà. Bon, décortiquons ça. Comment cette stimulation bilatérale, c'est le terme, comment est-ce qu'elle aide le cerveau à digérer un souvenir que des années de réflexion n'ont pas réussi à apaiser? C'est un excellent point de départ. Parce que ça nous force à aller au-delà de l'image un peu simpliste de l'EMDR. Oui, La clé, d'après les documents, ce n'est pas tant la stimulation en elle-même. C'est ce qu'elle permet de faire. Le postulat de base, c'est ce qu'on appelle le traitement adaptatif de l'information. le TAI. C'est ça. L'idée, c'est que notre cerveau est une machine formidable pour traiter nos expériences, pour en faire des apprentissages. Il archive, il classe. Il intègre quoi. Voilà. Un événement difficile, normalement, il est traité. Il devient un souvenir, certes douloureux, mais il reste à sa place, dans le passé. Et le trauma, justement, c'est quand cette belle machine s'enraye. Exactement. Les sources parlent d'un souvenir bloqué ou non digéré. J'aime bien cette analogie de l'archive corrompue qu'on trouve dans les notes. Oui, elle est parlante. Mais est-ce que c'est juste une métaphore ou est-ce que ça décrit quelque chose de concret neurologiquement? Est-ce que c'est un fichier qu'on n'arrive plus à ouvrir ou un fichier qui souffre tout le temps en plein écran et qui paralyse tout le système? Ah, c'est tout à fait la deuxième option. Et c'est bien plus qu'une métaphore. Quand le choc est trop violent, le système de traitement est complètement submergé. Débordé. Le souvenir n'est pas stocké dans la mémoire narrative, celle qui raconte notre histoire de façon cohérente. Non, il reste piégé dans la mémoire émotionnelle, il est fragmenté. C'est-à-dire? D'un côté, vous avez des images, de l'autre, des sensations corporelles, des émotions brutes, et puis surtout des croyances négatives qui se sont figées à cet instant-là. Comme par exemple, Exactement. les exemples dans les sources sont très clairs. Je suis en danger, je suis impuissant ou c'est de ma faute. Donc ce n'est pas un souvenir qu'on se remémore en fait, c'est une expérience qu'on revit. C'est exactement ça. Le fichier est mal encodé, il n'a pas l'étiquette passée. Et du coup, à chaque fois qu'un truc le déclenche, Même de très loin. le cerveau le lit comme une menace actuelle. Présente. Voilà. Et c'est là que la stimulation bilatérale entre en jeu. C'est la partie la plus visible de la thérapie, mais aussi la plus mal comprise. Le patient est invité à se concentrer sur l'événement traumatique, l'image, la croyance, les sensations, et en même temps, il suit les doigts du thérapeute de gauche à droite, Ou il écoute des sons qui alternent. oui, d'une oreille à l'autre. C'est cette double attention qui est absolument cruciale. Donc c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que honnêtement, si on ne creuse pas, ça peut avoir un petit côté un peu New Age. Je suis d'accord. Les sources proposent plusieurs hypothèses scientifiques pour expliquer pourquoi ça marche. Il y a celle qui imite le sommeil paradoxal, le sommeil REM. Oui, où le cerveau trie les informations de la journée. Ça a l'air plausible, mais peut-être un peu trop parfait, non? Est-ce que c'est une théorie solide ou... C'est une des hypothèses historiques. Elle est toujours très influente. L'idée est que les mouvements oculaires rapides du sommeil paradoxal servent à intégrer les émotions. Les MDR reproduiraient ça à l'état d'éveil. D'accord. Mais il y a une autre hypothèse, plus récente, et qui me semble encore plus éclairante, c'est celle de la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est-à-dire... La mémoire de travail, c'est un peu notre RAM mentale, notre espace de travail conscient. Et sa capacité est limitée. Ok, En demandant aux patients de faire deux choses à la fois, suivre une stimulation externe et se connecter aux souvenirs, on sature cette mémoire de travail. Les deux tâches sont en compétition. exactement. Et la conséquence, c'est que le souvenir traumatique ne peut plus occuper tout l'espace mental. Sa vivacité, sa charge émotionnelle diminuent. Il est mis à distance. Et ça le rend moins menaçant et surtout plus malléable. Ah, je vois. Donc ce n'est pas la stimulation qui est magique, c'est qu'elle empêche le cerveau de se noyer complètement dans le souvenir. C'est une excellente image. C'est comme si on ouvrait cette archive corrompue dans une sorte de mode sans échec. Oui, oui. On peut enfin la regarder sans faire planter tout le système. On reste ancré dans le présent, dans le cabinet de thérapeute, tout en visitant le passé. C'est tout à fait ça. Ce double focus permet de créer de nouvelles connexions.
Le souvenir, qui était isolé dans le système limbique, est enfin mis en lien avec le cortex préfrontal. La partie plus rationnelle du cerveau. Voilà, celle qui peut analyser, contextualiser et conclure. Cet événement est terminé, j'ai survécu, le danger est passé, le cerveau se remet à faire son travail de traitement de l'information. Donc on n'efface pas, on reclasse. On ne cherche jamais à effacer. On répare l'archive et on la range à sa juste place. D'accord, le mécanisme est plus clair. Mais ce qui me frappe dans les documents, c'est à quel point on insiste sur le protocole. Mhm. Un protocole en 8 phases, extrêmement rigoureux. Ce n'est pas juste « pensez à votre trauma et suivez mes doigts ». Ça a l'air incroyablement prudent. Pourquoi tout cet encadrement est si important? Le risque, ce serait la retraumatisation. Ah oui, Plonger quelqu'un dans une mémoire traumatique sans une préparation adéquate, c'est comme jeter à l'eau une personne qui ne sait pas nager. je vois. Les 2 premières phases du protocole, elles sont entièrement dédiées à ça, à la construction du radeau de sauvetage. Le radeau de sauvetage. La phase 1, c'est l'anamnèse. On évalue l'histoire, on identifie les cibles, mais aussi les ressources de la personne. Et la phase 2, c'est la préparation. Là, on ne touche à aucun souvenir difficile. On équipe la personne. On lui apprend des techniques de stabilisation émotionnelle, les sources parlent de la création d'un lieu sûr. Une image mentale apaisante. Voilà, que la personne peut activer si l'émotion devient trop forte. On utilise aussi des exercices de respiration, d'ancrage. Le but, c'est de construire une alliance thérapeutique très solide. Le message, c'est « on va y aller, mais en toute sécurité ». C'est ça. Vous avez les outils pour revenir et je suis là pour garantir votre sécurité. La phrase citée dans un des articles « On ne plonge jamais sans filet » résume parfaitement cette éthique. Donc cette structure rigide, c'est une reconstruction de la sécurité en fait. Pour un esprit qui a précisément perdu tout sentiment de contrôle et de prévisibilité. D'accord. Et une fois ce filet en place, on passe à la désensibilisation, la fameuse phase 4. Mais ce qui m'intrigue encore plus, c'est la suite, la phase 5, l'installation d'une cognition positive. Oui, ça sonne presque un peu comme de la pensée positive forcée. Remplacer « je suis nul » par « j'ai de la valeur ». Est-ce que ce n'est pas un peu artificiel? C'est une excellente question si on l'isole du reste. Mais à ce stade de la thérapie, ce n'est plus artificiel. Pourquoi? Parce que la charge émotionnelle négative du souvenir, elle a déjà été désensibilisée dans la phase d'avant. La croyance « je suis nul » n'a plus le même poids, le même écho viscéral. Le cerveau est plus réceptif. Beaucoup plus. Et la cognition positive, elle n'est pas choisie au hasard. Souvent, elle émerge de la personne elle-même. C'est une nouvelle compréhension de l'événement. Par exemple? Après avoir retraité un accident, la croyance « j'aurais dû faire autrement » peut naturellement laisser la place à « j'ai fait de mon mieux avec les informations que j'avais à ce moment-là ». Donc, ce n'est pas tant remplacer une pensée que permettre à une conclusion plus saine, plus mature d'émerger une fois que le bruit émotionnel s'est calmé. Vous mettez le doigt sur le cœur du processus. Ça suggère que le but, ce n'est pas juste de ne plus avoir mal, c'est de réécrire le sens qu'on donne à son histoire. De changer le récit que le trauma nous a imposé. C'est une restructuration cognitive et émotionnelle profonde. Et les dernières phases le confirment. Le scan corporel? Oui, on vérifie qu'il ne reste plus de tension physique liée au souvenir. Le corps doit aussi valider que le danger est passé. Et ensuite, on s'assure que les changements sont stables dans le temps. C'est un processus complet, de la tête aux pieds. Du passé au futur. Concrètement, du point de vue de la personne, à quoi ça ressemble? Pendant les stimulations, ce n'est pas un récit linéaire d'après les sources. Non, pas du tout. C'est décrit comme un processus associatif presque onirique, où des images, des pensées, d'autres souvenirs peuvent surgir spontanément. Oui, le thérapeute intervient très peu à ce moment-là. Il dit simplement « laissez venir ce qui vient » ou « notez ça ». C'est le système de traitement de l'information du patient qui est aux commandes. Le cerveau fait des liens tout seul. Plus adaptés à des ressources, c'est souvent intense et ça peut être fatigant. J'imagine. Comme après un effort mental important. Mais le résultat qui est décrit, c'est souvent un sentiment de clarté, de distance. La mémoire n'est pas effacée, mais son statut change. Elle devient une cicatrice et non plus une plaie ouverte. C'est une très belle image. Et du coup, on comprend que le champ d'application va bien au-delà de l'état de stress post-traumatique du soldat, qui est un peu l'image classique. Ah oui, largement. Les documents listent les deuils compliqués, les phobies, les troubles anxieux. Même la douleur chronique? Dès lors que le problème actuel est enraciné dans une expérience passée mal digérée, l'EMDR peut être une approche pertinente. Donc, phobie des chiens peut être liée à une morsure dans l'enfance, par exemple.
Voilà. Ou une dépression peut être entretenue par un sentiment de nullité qui vient d'un harcèlement scolaire. Le MDR va cibler ces événements fondateurs pour débloquer la situation présente. Mais il y a des précautions. Indispensable. Les sources sont très claires là-dessus. La première étant, je suppose, de ne surtout pas essayer ça tout seul en regardant une vidéo sur Internet. Absolument. C'est la précaution numéro 1. Ça nécessite un thérapeute formé, certifié, qui sait gérer les remontées émotionnelles intenses et qui maîtrise le protocole. Et les autres précautions? La deuxième, c'est que l'alliance thérapeutique, la relation de confiance, est aussi importante que la technique. Et enfin, pour les traumatismes très complexes, répétés, la phase de préparation doit parfois durer beaucoup plus longtemps. La sécurité avant tout. Toujours, la sécurité prime sur la vitesse. Donc, si on résume ce qu'on a extrait de ces documents, l'EMDR est une psychothérapie complexe qui utilise une technique simple en apparence Évidemment, la stimulation bilatérale, pour réactiver la capacité naturelle du cerveau à traiter l'information. L'objectif, ce n'est pas d'oublier, mais de permettre au cerveau de reclasser un événement passé pour qu'il arrête de contaminer le présent. c'est une excellente synthèse. C'est une approche qui redonne le pouvoir au système de guérison interne de la personne. Mais dans un cadre extrêmement sécurisé. C'est ça. Tout le protocole est conçu pour permettre ce remodelage. Et ça nous amène à une réflexion finale que les sources effleurent à peine, mais que je trouve passionnante. Allons-y. Ce processus, et surtout cette phase d'installation d'une nouvelle croyance sur soi, ça pose une question fondamentale sur la nature de notre mémoire. Si on peut changer la charge émotionnelle d'un souvenir, et plus important encore, la signification qu'on lui attribue, alors dans quelle mesure nos souvenirs ne sont-ils pas juste des archives passives du passé, Mais plutôt, mais plutôt des matériaux actifs, des matériaux que l'on peut sciemment réorganiser pour construire un récit de soi différent, et donc peut-être un futur différent.